Bon, bonjour à tous, on a un peu décalé, on va essayer de rattraper. Comment l'assurance crédit peut participer à la réindustrialisation? Donc, évidemment, le sujet est d'actualité. Le Sénat a commencé à débattre du projet de loi de réindustrialisation verte. Donc on parle de marché public, on parle d'usines clés en main, d'autorisation environnementale, de formation. Il y a plein de sujets. Puis la semaine dernière, on a vu que toutes les ICIE pensaient à ça, pensaient dérisking, découpling, donc en souveraineté en bon français. Et donc, naturellement, la question qui se pose pour nous, c'est de savoir comment on peut vous aider, parce que c'est vous qui faites la réindustrialisation, et en particulier Alain et Jean-Michel, Piriou, Axence. Peut-être quelques mots pour vous présenter avant que je vous pose des questions incongrues. Très bien, merci François. Alain Lebert, dirigeant de Piriou, chantier naval installé à Concarneau dans le Finistère Sud, avec des chantiers également de construction en Roumanie, au Vietnam et au Nigeria. Jean-Michel Roux, je travaille chez Axens, qui est une société qui propose des solutions de production de ce qu'on appelle aujourd'hui des carburants propres, mais à partir de pétrole, de gaz ou de biomasse. Et plus particulièrement, je m'occupe de la vente d'unités modulaires, c'est-à-dire des installations préfabriquées à l'extérieur qu'on ramène en fait sur les sites finaux et sur lesquels on a très souvent besoin justement du support de l'assurance crédit export. On va s'asseoir. Comme ça va être très très long, en fait, on préfère s'asseoir. Et puis vous-même, vous êtes assez bien installé, donc on va faire la même chose. Donc ma première question, c'est donc vous êtes des utilisateurs réguliers de plusieurs produits. Vous les connaissez presque tous, en tout cas pour Alain et un bon paquet pour Jean-Michel. Qu'est-ce qui permet, avec ces outils, d'aider à la réindustrialisation, et qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions davantage, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions évoluer dans les produits qui existent, ou alors créer d'autres produits pour accompagner la réindustrialisation, alors, en tout cas renforcer la base industrielle, votre base industrielle en France. Pour Axens, on utilise principalement l'assurance crédit export, l'interruption de contrat et GPS, qui est un peu natif en fait pour nous en ce moment. Pour la réindustrialisation, moi je pense qu'il faut distinguer déjà le maintien et la protection d'un certain nombre d'activités industrielles qu'on a en France. Alors, dans notre cas, mais je sais que c'est un peu pareil pour Alain, c'est-à-dire le maintien de nos activités d'ingénierie. Nos projets ont une part très importante d'ingénierie qu'on développe en France. Grâce au crédit d'assurance export, en fait, et donc avec une part française qui est principalement basée sur ces activités d'ingénierie, ça nous permet en fait d'apporter une solution au client de financement sur du long terme, puisqu'il va commencer à rembourser son installation une fois qu'elle sera mise en route et qu'il va dégager des profits. Donc c'est plus, à mon sens, déjà un outil de maintien de nos activités stratégiques, parce que c'est très lié à du savoir-faire ou à de la propriété industrielle et qu'on ne va pas en fait, sous-traiter à l'étranger. Côté Piriou, nous avons commencé notre premier crédit acheteur-export en 2018, et depuis lors, le chiffre d'affaires du groupe a doublé. On a créé 300 emplois stables en France. Ce n'est pas 100% dû à BPI France Assurance Export. Il y a à peu près 25% quand même de notre chiffre d'affaires qu'on réalise en lien avec soit le crédit acheteur, soit l'assurance des cautions, soit l'assurance préfinancement export ou la garantie interne. Et donc, sur des projets structurants comme ça, votre apport est fondamental. Donc, ce que vous pouvez faire de encore mieux, chez Piriou, nous avons également une part France qui est extrêmement variable entre des produits construits en France pour des acheteurs qui veulent la Made in France complet. Donc à ce moment-là, notre part France est 75-80%. Et puis, quand on est sur des marchés internationaux très compétitifs, on se bat contre des chantiers turcs, espagnols, asiatiques. On ne peut pas se battre avec une production française. Donc, on a une part France qui est de l'ordre de 30, 35, 40% selon les équipements qu'on réussit à mettre à bord. Et nos bateaux sont construits au Vietnam ou en Roumanie. Et donc, la flexibilité qu'on a trouvée avec vous et avec la Direction générale du Trésor quand on a renégocié notre passe export nous a permis justement d'avoir une vision globale de la part France. Quelques négos avec
les personnes qui étaient en face de nous sur la fixation des quotités et une compréhension sur le modèle industriel du groupe, c'est-à-dire s'appuyer sur des fonctions centrales en France et des fonctions de production qui parfois sont à l'étranger. Je pense qu'il faut aussi encourager tout le monde à bénéficier du Pass Export. On bénéficie aussi du Pass Export chez Axens, parce que ça vous donne une visibilité vraiment immédiate de ce qui va pouvoir se faire. À partir du moment où c'est un pays qui est, disons, en vert dans la politique de financement export et sous réserve des conformités multiples et variées, en fait, vous savez déjà quelle est la quotité qui va être prise en compte et aussi tout ce qui sont les informations ex-ante, etc., qui sont déjà résolues. Et en fait, on gagne énormément et on peut discuter avec le client très en amont parce que dès le début d'un projet, on peut leur dire, voilà, sous toutes ces réserves, mais on a des possibilités de mettre en place en fait un crédit acheteur avec des banques. Quelles sont vos banques avec lesquelles vous travaillez, ou est-ce que vous souhaitez que nous, on soit quelqu'un qui invite des banques à vous étudier votre projet. Donc c'est très important parce qu'on est capable de parler avec les clients dès le début, dès qu'on pense qu'il y a une solution et un avantage compétitif à proposer un financement. Merci. Jean-Michel, donc, tu évoquais donc, la conservation du socle et puis les nouvelles activités. Comme chacun le sait, en fait, depuis le 1er janvier, nous n'accompagnons plus les hydrocarbures sur beaucoup de chantiers. Et évidemment, c'était clairement le cœur de métier d'Axens. Alors, comment est-ce que vous faites votre transition là-dessus et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vous aider à faire pour prendre le risque technologique que vous allez prendre sur des nouveaux produits? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus pour vous aider dans cette transition? Alors, pour la première partie de la question, disons, tout le monde sait, je dirais mondialement, que justement les financements sur tout ce qui est oil and gas et disons depuis extraction-production jusqu'au raffinage rencontrent des difficultés, on va dire, majeures. Bon, et puis en fait, ça suit aussi la politique de la société Axens. L'État français a décidé en fait de répondre même en avance de phase par rapport aux engagements qui avaient été pris. Et donc ça, c'est un fait, on est obligé de faire avec. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que des fois, il y a des activités en fait qui sont vraiment des investissements qui ont pour fonction de diminuer les émissions, soit les émissions de CO2, mais aussi des émissions, disons, de SO2, en fait, ce qui est générateur de pluie acide. Et donc ça, finalement, pour le moment, ça ne se finance plus. Parce que, bon, donc mais c'est comme ça. Après, Axens, ça fait quand même de nombreuses années qu'il s'est orienté vers des produits, ce qu'on appelle aujourd'hui des produits renouvelables, hein, que ce soit aussi bien pour des biocarburants à destination de l'aéronautique, de recyclage de plastique. Et ça, c'est par exemple, hein, ça, c'est vraiment des projets qui rentrent tout à fait dans les nouvelles conditions de financement. Là où je pense qu'il y aurait quelque chose qui serait... qui pour nous est un petit peu délicat, c'est surtout au niveau de la GPS, où là, on a très peu de visibilité quand on dépose des dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas bien quelles sont les règles d'éligibilité. Or, ces projets, surtout que maintenant la GPS est domestique, auraient l'intérêt de développer des nouvelles filières industrielles et donc de participer à, non pas la réindustrialisation, mais à l'industrialisation de la France ou de l'Europe, hein, sur ces nouvelles activités, sur ces nouveaux secteurs. Et là, si on pouvait avoir des solutions qui permettent d'avoir une meilleure visibilité plus tôt, ou comment est-ce qu'il faut aménager le projet pour qu'il rentre dans ces soutiens, ça serait vraiment quelque chose de profitable. Plus de lisibilité sur comment dire, les critères d'éligibilité serait utile. Sur ce point, je voudrais parler d'un produit qu'on a réussi à vendre avec votre aide. C'est des cargos à voile, à propulsion principale vélique, en garantie interne, donc en concurrence avec des chantiers étrangers. Une technologie ancienne mais modernisée après 100 ans d'interruption de bateaux à voile et une concurrence acharnée. Donc là-dessus, c'est clair que la combinaison de garantie interne et de la réinternalisation d'une technologie existante a été très utile. Une petite précision sur les hydrocarbures. Il y a une exception dans la loi qui nous permet d'accompagner des projets qui améliorent l'efficacité, qui diminuent la pollution à condition de ne pas augmenter la production. Donc il y
y a ce créneau qui est, je dois le dire, assez étroit, mais qu'on peut essayer d'exploiter pour accompagner la défulsurisation. Vous voyez ce que je veux dire. Tous ces aspects-là, oui, ça c'est clair, mais du coup, comme vous dites, c'est quand même beaucoup plus étroit. Nos contreparties sont souvent plus difficiles à convaincre sur le fait qu'on va effectivement leur trouver une solution de financement sur ces parties-là. La désulfuration dans un certain nombre d'endroits, c'est quand même, si vous voulez, ça correspond à la poubelle dans la raffinerie. Donc ça ne motive pas beaucoup les investissements tant qu'il n'y aura pas une législation, je dirais, très, très ferme sur le fait, sur les émissions. Pour le moment, ceux qui ne se font pas prendre, ils vantent. Donc tout part à l'atmosphère et on n'a pas, pour le moment, ça ne représente pas un gain pour eux d'investir dans ce genre de choses-là. Donc c'est quand même assez délicat. On a beaucoup parlé, beaucoup de clients, beaucoup d'exportateurs ont parlé de part française, de part nationale, de son calcul, de sa définition. Donc c'est un peu de savoir, c'est une question de poule et d'œuf, on va dire. Est-ce qu'il faut qu'on diminue les exigences de part française pour pouvoir prendre davantage et vous aider sur plus de contrats ? Ou alors, est-ce qu'en baissant les exigences de part française, en fait, on risque notamment d'aider des donneurs d'ordre à changer leur chaîne d'approvisionnement au détriment de sous-traitants français, en fait. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pour faire évoluer cette part française ? Moi, je dirais que dans un navire, on a des équipements principaux et des fonctions achetables, comme l'électricité, par exemple, et que sur chacun de ces secteurs, on a 2 ou 3 fournisseurs stratégiques, dont, hélas, certains sont parfois jamais français. Il n'y a plus de constructeurs de moteurs navals en France. En revanche, dans la fonction achetable électricité, on a au moins 2 grands faiseurs français, sinon 3. Et donc, je crains que la contrainte de part française ne soit pas, en fait, pour nous, une variable d'ajustement, parce que, en fonction du bateau qu'on vend, la part française est pratiquement définie d'avance. Si vous vendez un remorqueur avec un gros moteur et une petite coque, il y a beaucoup d'argent dans la propulsion et de toute façon, ça ne peut pas être français. Et donc, je pense qu'il est plus intéressant de nous aider, comme c'est le cas dans le cadre du Passé Sport, à constituer des filières, ou comme vous le faites avec les accélérateurs, des filières d'excellence française dans différents domaines. Je pense une fois de plus à l'électricité électronique parce que c'est un sujet récurrent chez nous. Mais il y en a d'autres, ou le froid, ou l'automatisation, etc. Plutôt que de nous forcer, si vous voulez, à avoir une part française importante, alors que quand les industriels lancent la construction du navire, ils n'ont pas trop le choix. Et c'est rare qu'il y ait des fournisseurs qui soient à la fois français et étrangers. Oui, on rencontre le même genre de problème, c'est-à-dire que sur certains équipements, il n'y en a plus en France. On a quelques fournisseurs stratégiques en Europe et je pense qu'il fut un temps où il y avait non seulement une part française, mais une part européenne en fait, qui était prise en compte au niveau des couvertures. Et si la communauté européenne pouvait revenir là-dessus, disant que c'est plus intéressant parce qu'on ne va jamais réindustrialiser la France toute seule. Enfin, je ne pense pas. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que si on avait un État, une part française, soit, mais une part européenne mise en avant, moi, ça me semblerait beaucoup plus logique pour nous tous, beaucoup plus. Tout à fait juste. Très bien. Je vérifie l'heure. Donc, on a déjà dépassé de 6 minutes. Ça n'est pas de notre faute. C'est la faute de tous les prédécesseurs. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions à adresser, des questions à m'adresser, des remarques sur ce qu'on vient de dire. Ce sont 2 produits qui sont à 80% de quotité garantie. On ne peut pas faire plus. Question Union européenne, aide d'État. Est-ce que ça freine les banques dans leur appétit pour vous accompagner ? Parce qu'on a quand même un certain nombre de dossiers qui ont été déclarés éligibles et qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à se structurer. Donc, est-ce que c'est faute de banque ? Est-ce que 80% ça ne suffit pas ? Ou est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Bon, il y a la visibilité, mais ça on en a parlé, les contours, etc. Mais une fois que le projet est estimé éligible,
ça met beaucoup de temps à sortir et parfois ça ne sort pas. Donc, quelle en est la raison? Est-ce qu'il y a des idées? La QG de 80%, non, c'est pas si mal, hein, enfin 80%, mais... Silence gêné. Ça a été le cas pour... pardon, monsieur Le Bailly, allez-y. Oui, c'est le cas. Et on est quand même aujourd'hui rentré depuis quelques mois dans un environnement qui est quand même complètement différent. Et là aussi, on ne vous entend pas dans le digital. Non, c'est pour la... Oui, pardon, je disais oui pour les comment cette garantie couverture à 80%, c'est très intéressant. Ce que je disais, c'est que les délais aujourd'hui de sortie sont quand même beaucoup plus longs. Enfin, c'est ce qu'on ressent. Donc entre le moment où l'exportateur commence à discuter son projet et le moment où on arrive à la phase finale, il peut se passer plusieurs années. Je disais 2 fois plusieurs années, donc c'est-à-dire des temps assez longs. Et d'autant plus depuis 7-8 mois, on est quand même dans un contexte économique, géopolitique quand même différent, et qui, me semble-t-il, en tout cas à l'aune de notre banque, que les délais se rallongent encore plus. Voilà. Mais encore une fois, le produit reste intéressant. Nous l'avons bien en tête, et on l'avait évoqué dans la réunion des débuts d'année. Malheureusement, on est toujours aussi en attente. Merci bien. Tu m'attendais, Jean-Paul? Je voulais juste réagir à ton propos, Jean-Michel, parce qu'en fait, l'histoire de la part européenne, ce n'est pas une question européenne, c'est une question française. Quand tu regardes les dossiers de prêt du Trésor qui utilisent les formulaires de demande d'assurance crédit de 1985, il y a 4 colonnes. La part française, la part européenne, la part tiers et la part locale. Donc, à une époque, en France, on le faisait. Et l'Union européenne, elle a un texte que personne n'applique dans l'UE, qui recommande la sous-traitance obligatoire, la prise en considération obligatoire de la sous-traitance européenne à hauteur de 30%, mais personne ne l'applique. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur les prêts du Trésor, mais effectivement, en 85, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec une autre entité, et en fait, à l'époque, ça avait un autre sens, quoi. Aujourd'hui, c'est pas de la faute de l'Union européenne, c'est de la faute des membres de l'Union européenne, et mais peut-être qu'on peut, je sais pas, faire remonter ça. On a les pires ennuis avec, je pense que je suis pas pour récupérer la TVA entre différents pays. Il y a certains pays avec lesquels c'est quand même on est obligé d'aller livrer ailleurs, quoi. Donc on fait un transport pour sortir du pays, on a trop de mal, où on nous impose une TVA qui n'est pas récupérable. Juste pour réagir à ta question sur pourquoi peut-être vous ne voyez pas les projets aboutir, après c'est certainement du cas par cas, il y a plein de situations différentes, mais je me dis qu'on a l'habitude d'avoir beaucoup de sollicitations qu'on étudie et puis finalement qui ne se font pas. Et beaucoup de ces dossiers-là, quand les dossiers arrivent chez vous en assurance export traditionnelle, on a déjà eu le temps de faire toute cette analyse et on sait qu'il y a quelque chose à présenter. Là, comme il y a la décision d'éligibilité, avant de commencer, on se lance dans l'éligibilité, donc vous en entendez parler, et on n'a pas toujours abouti la phase de diligence et la phase d'étude et l'analyse crédit. Pour un des exemples que je connais, c'était ça le sujet. Donc je ne sais pas si ça peut être répliqué à tous les autres dossiers de GPS, mais ce n'est pas si vieux que ça, finalement, la GPS, et avoir plusieurs mois, voire, on le sait, parfois années d'instruction d'un dossier, il y a peut-être un biais de ce point de vue-là. Donc oui, ça rejoint le point sur le temps d'instruction. Ok, merci pour cette clarification. Autre question? Non? Rien à ajouter? Non? Non. Écoute, François, c'est la première fois en 40 ans qu'un assureur me traite comme un client et me demande ce que je pense de lui et comment je peux améliorer ses services. Donc, je voudrais te féliciter, ainsi que toutes tes équipes, parce que tout ce qui a été dit sur l'humanité de la relation est absolument vrai. Hein. Oui, tout ce qui a été dit dans les ateliers, enfin, je pense qu'on le partage absolument et qu'on a vraiment
remercier beaucoup les équipes de BPI. Et sur la longue durée, il y a eu des changements vraiment radicaux sur les dernières années, et de façon vraiment très spectaculaire. Et je pense que ça a vraiment aidé